Il y avait un nouveau téléphone public en ville. Du moins si l'on en croit certains anonymes obsédés de conspiration qui sévissent sur Internet. Sur un vieux forum local consacré au paranormal, un utilisateur avait posté une photo d'une cabine téléphonique, plutôt bien conservée, il faut l'admettre, en jurant qu'elle avait été installée récemment. Mais plus vraisemblablement, ce téléphone traînait là depuis des décennies, inaperçu de tous, jusqu'à ce que quelqu'un décide de le remarquer. Après tout, aujourd'hui, plus personne ne prête attention à ces reliques d'un autre temps, à part peut-être les enfants qui n'en connaissent même plus l'usage. Mais le posteur restait inflexible, ce téléphone-là, affirmait-il, était nouveau. Sa seule preuve, une série de captures d'écran granuleuses issues de Google Street View, montrant vaguement l'emplacement en question, mais sans trace du téléphone. Admettons, même si ce téléphone avait effectivement été ajouté récemment, cela ne le rendait pas pour autant paranormal. Et pourtant, l'auteur du message s'embourbait dans des élucubrations de plus en plus incohérentes. Le téléphone, disait-il, ne fonctionnait que si l'on insérait un dime américain en argent frappé avant 1965, une époque où ces pièces étaient encore composées à 90% de métal précieux. Donne-lui de l'argent et tu verras. Il refusa obstinément d'expliquer comment il en était arrivé à cette conclusion. Bien sûr, tout le monde conclut rapidement qu'il était complètement cinglé. Le fil de discussion fut rapidement abandonné. Mais voilà. Il se trouve que je possède un vieux bocal rempli de pièces exotiques, glanées au fil des ans dans ma petite monnaie. Il ne me fallut que quelques minutes pour mettre la main sur un dime de 1900. Et honnêtement, je ne voyais pas de meilleure manière de l'utiliser. Je décidai donc d'aller voir cette fameuse cabine, peu après le coucher du soleil. J'espérais qu'il y aurait moins de circulation, histoire de pouvoir passer mon appel tranquillement. Et là, à l'endroit exact indiqué par le posteur, elle était là. Dès que je l'aperçus, j'en eus la certitude, je ne l'avais jamais vue auparavant. Elle détonnait totalement dans le paysage. Peinte d'un turquoise éclatant, comme un électroménager tout droit sorti des années 50, elle jurait avec les façades de briques usées des bâtiments alentours. C'était impossible de ne pas la remarquer. Sur sa façade figurait un logo en forme d'atome stylisé, incrusté d'argent. Au-dessous, Oppenheimer's Opportunities, suivi d'une calligraphie fine formant le symbole de l'infini, puis le chiffre 5. Je supposais qu'il fallait le lire comme Forever 59. Il était clair qu'il s'agissait d'une reproduction moderne. Il était impossible qu'un appareil vieux de plus de 65 ans soit encore en si parfait état. La cabine arborait un vieux cadran rotatif fidèle à son époque. Juste en dessous, au lieu d'un mode d'emploi, un poème était gravé « Si c'est de l'or, ça brille. Si c'est de l'argent, ça scintille. Si c'est du plutonium, ça brûle. S'il vous plaît, offrez une pièce. » Voilà comment le posteur avait dû comprendre qu'il fallait une pièce en argent. Mais pourquoi ne pas l'avoir simplement dit? Je songeais un instant à partir. À revenir plus tard, peut-être avec un compteur Geiger. Mais où diable trouve-t-on un compteur Geiger en ville, de toute façon? Et si je revenais, la cabine aurait peut-être disparu. Je n'étais pas prêt à laisser passer cette occasion. Même si ce téléphone était radioactif, une brève exposition ne pouvait pas être si dangereuse. Pas vrai? Avec précaution, j'empoignai le combiné, en le saisissant à travers un mouchoir plié, pour la radioactivité, je suppose. Ta gueule, cerveau, le combiné était lourd, légèrement chaud, même à travers le tissu, une chaleur qui me noua l'estomac. Je le portais lentement à mon oreille. Pas de tonalité, évidemment. Je fis tourner un peu le cadran, appuyé sur le crochet, rien. J'insérai alors une pièce moderne juste pour voir, rien. Il ne me restait plus qu'à insérer le dime de 1960. La pièce s'engouffra dans la fente, produisant un petit cliquetis rythmique. À travers le combiné, je perçus un ronronnement mécanique, des engrenages s'éveillaient. Puis une tonalité s'éleva, mélodieuse, mais profondément dérangeante. Elle sonnait forcément joyeuse, comme forcée de simuler un bonheur débordant tout en cachant une douleur insondable. Cette impression me transperça le cerveau et me resta imprimée longtemps après que l'appel eut pris fin. Merci d'utiliser le psychophone psychotronique d'Oppenheimer's Opportunities, s'exclama une voix d'homme joyeuse, préenregistrée,
droit sorti des années 50. Chez Oppenheimers, notre mission est de préserver la promesse de l'Amérique d'après-guerre. Une promesse que le monde entier a trahie. Une promesse de paix et de prospérité, d'énergie nucléaire trop bon marché pour être mesurée, et de familles trop précieuses pour être comptées. Un monde où chacun avait sa place et savait y rester. Un monde où l'on respectait ses supérieurs au lieu de les haïr. Un monde d'hier que nous vous ramenons aujourd'hui. On vous avait promis des voitures volantes. Chez Oppenheimers Opportunities, nous les avons. Et s'il faut que le monde entier soit réduit en cendres radioactives pour qu'il renaisse de son âge d'or, alors qu'il en soit ainsi. Car pour nous, année après année, c'est toujours 1900. Puis vint l'avertissement, veuillez maintenir le combiné fermement contre votre oreille pendant toute la procédure de retour. Nous ajustons la fréquence psychotronique optimale pour votre confort. Une interférence pourrait avoir des effets secondaires sévères. En cas d'inconfort, ne paniquez pas. C'est normal. Si vous souhaitez interrompre la procédure, vous serez pour nous une grande déception. Puis le message prit fin. Et la tonalité étrange revint. Je commençais à éloigner le combiné de mon oreille. Et soudain, le vertige. Le monde tourna. Mon champ de vision se brouilla, puis le silence. Et quand mes yeux purent à nouveau voir, le monde avait changé. Ce n'était pas un simple paysage de ruines. C'était l'après. L'après ultime. Une fin du monde sans équivoque, un silence si profond qu'il paraissait sacrilège de le troubler. Autour de moi, tout avait été ravagé. La ville entière n'était plus que poussière. Pas un seul bâtiment debout. Des structures disloquées, éventrées, effondrées sur elles-mêmes comme des cadavres de géants. Le sol n'était que gravats et cendres. L'air, lourd, âcre, chargé de particules mortes. Je le respirais avec difficulté, sentant chaque inspiration racler l'intérieur de mes poumons comme si je buvais de la suie. Et pourtant, c'était respirable. Mais ce n'était pas vivant. Il n'y avait rien. Pas une plante, pas un insecte, pas un murmure de vie, juste la mort. Des ombres humaines, comme figées au moment de leur agonie, se dessinaient sur les murs encore debout. Les fameuses ombres radioactives, fantômes gravés par l'intensité du flash nucléaire, plus durables que les corps eux-mêmes. Et partout, des lambeaux de propagande, racornis, à demi arrachés, flottant dans un vent invisible, affiches vantant une ère de prospérité, de pureté nucléaire, d'ordre social parfait. Ironie sinistre. Le ciel, au-dessus, n'était qu'un dôme d'horreur. Un plafond de nuages cendreux, en perpétuel mouvement, comme une mer inversée. Il n'était pas seulement chargé de pluie, il charriait la mémoire de l'explosion. Je le savais. Je le sentais, le vent ne soufflait pas, il hurlait. Mais ce hurlement, je le compris soudain, ce n'était pas le vent. C'étaient eux, les visages, des visages humains, fondus, distordus, se formaient et se dissipaient dans les nuages, comme des sculptures liquides sculptées dans la douleur. Leurs bouches s'ouvraient dans des cris éternels. Leurs yeux hurlaient leur agonie, je fus envahi d'une terreur primitive. Celle qui ne passe pas par la logique, celle qui vous prend les jambes. Je voulais fuir, me terrer dans les ruines, n'importe où, mais je ne pouvais pas bouger. Mes pieds étaient comme scellés au sol. Et le pire, je ne pouvais pas lâcher le combiné. Il restait collé à mon oreille. Une encre mentale, un lien invisible m'y retenait. Alors je fis la seule chose que je pouvais encore faire, je composai le zéro. Un déclic. Puis la voix, la même, mais différente, plus présente, vivante, n'aie pas peur. Ce n'est pas réel. Pas pour toi, pas pour nous, tu devais simplement voir. Sa voix n'était plus enregistrée. C'était un homme, un vrai, une conscience. L'annihilation nucléaire est une peur existentielle née avec la guerre froide. Et comme toute peur oubliée, elle se dissipe trop vite. On ne se bat pas pour un monde en déclin, tu sais. Mais face à une menace extérieure, on se redresse, on s'unit, on aime même ce monde imparfait. Sans la peur de l'anéantissement, chaque fissure devient une offense. Chaque imperfection, une trahison. On rêve de l'utopie comme d'un dû, alors qu'elle n'a jamais existé. Il fit une pause. Quand tu verras les fissures du trottoir, ne pense pas à l'utopie perdue.
Pense à ce que tu vois maintenant. Pense à la proximité effrayante de ce cauchemar devenu réalité. Et pourtant, ne laisse pas la peur t'empêcher de rêver. La peur de la fusion, des déchets, de la destruction mutuelle a tué l'espoir nucléaire dans ton monde. Et pourtant, craindre le feu est naturel. Mais le comprendre, le maîtriser, est ce qui fait de nous des êtres humains. Tu comprends, maintenant, ou dois-je encore monter le signal d'un cran? Je me crispais, que sont eux, demandai-je, incapable de détacher mon regard des visages dans les cieux. Un soupir, puis une réponse, moqueuse, presque paternelle, « Fiston, je t'ai déjà dit que ce téléphone ne permettait pas de passer des appels. » Un ricanement, puis, mais pour faire simple, ce sont les morts. Il poursuivit. Les bombes de ce monde n'étaient pas seulement salées, elles étaient épicées. Les ondes sonores de l'explosion étaient réglées pour une résonance psychotronique. Chaque conscience humaine qui les entendait explosait littéralement hors de son crâne. Je faillis lâcher le combiné. Exploser, balbutiage. Kablam, s'écria-t-il avec enthousiasme. L'objectif était de maximiser les morts. Mais il n'avait pas anticipé le pire effet secondaire. Les consciences ne sont pas parties vers l'au-delà. Elles ont été aspirées dans les cieux, piégées dans ces nuages radioactifs. Et maintenant, leurs cris résonnent ensemble, s'amplifient à l'infini, jusqu'à hurler à travers le ciel entier. Ce que tu entends, ce n'est pas le vent, c'est des milliards de voix désincarnées, hurlant à la mort pour l'éternité. Ma gorge se noie. Alors, je vais mourir, mon crâne va exploser, mon esprit va errer dans les nuées, pas si tu ne résonnes pas avec eux, me dit-il d'un ton doux, presque affectueux. Tant que ton esprit reste en phase avec le signal du téléphone, tout ira bien. Crois en l'âge atomique. Crois en 1959. Crois, et tu seras libre. Je tremblais. Tu mens. Le seul signal vient de ce téléphone, pas du ciel. Un rire. Fiston, Paxton Brinkman ne ment jamais. Grâce au retour psychotronique, je ne peux pas avoir de dissonance cognitive. Ce que je crois devient réalité. C'est ce qui fait de moi un excellent vendeur et un excellent propagandiste. Je n'en pouvais plus. Ma tête bourdonnait. Tu l'as dit toi-même que ce n'était pas réel. Tu veux juste que j'accepte ton salut, que je me laisse faire. Mais il n'y a pas de fantôme dans le ciel, seulement ta peur. Ton piège, silence, puis sa voix revint. Plus calme. Si tu en es vraiment convaincu, alors raccroche. Je restais figé, le combiné collé à mon oreille, les yeux clos, tentant d'oublier ce monde en ruine autour de moi, tentant de me convaincre que c'était le téléphone le vrai danger, que ce ton enjoué et menteur cherchait à me reprogrammer. Mais à mesure que le signal s'intensifiait, il devenait moins joyeux, moins faux, et je commençais à me dire: peut-être vaut-il mieux devenir comme Brinkman que de finir comme eux, ou valait-il mieux risquer la liberté, quitte à sombrer? Mes doigts tremblaient. Puis, lentement, je desserrai ma prise. Le combiné tomba, le vertige revint en plein fouet. Un choc. Une douleur fulgurante m'explosa dans le crâne. Je hurlais, m'effondrais, convaincu que mon cerveau allait éclater, que mon âme allait être happée dans ce nuage infernal. Et alors que l'inconscience m'emportait, j'entendis, lointaine, la voix de Brinkman. « Fiston, tu as été une grande déception. » Lorsque j'ouvris les yeux, la lumière me brûla les rétines. Des néons blancs, des voix basses, des machines qui bipant, un hôpital, un infirmier me demanda mon nom, une infirmière me fit cligner des yeux, un médecin passa une lampe dans mes pupilles. Il m'avait trouvé effondré dans la rue, inconscient, convulsant légèrement, juste à côté d'un vieux mur de briques. « Vous avez eu une crise, monsieur. Vous avez des traces de brûlure. Vous saignez du nez. Vous avez dit quoi? Un téléphone ?» Je leur racontais tout. Le téléphone turquoise, le dîme en argent, la tonalité psychotronique, la vision d'un monde post-apocalyptique, les visages dans les nuages. Brinkman,
L'ultimatum, ils prirent des notes, mais leurs regards changèrent. Des sourcils qui se haussent, des sourires forcés, des mots choisis avec soin. On me mit sous observation psychiatrique, par précaution. Il n'y avait aucun téléphone là où vous avez été retrouvé, m'informa un officier de police venu m'interroger. Pas même une vieille cabine désaffectée. Je fis une pause. Peut-être que c'était vrai, peut-être que rien de tout cela n'avait existé. J'étais resté des heures à contempler le plafond, les tubes fluorescents, les gouttes du perfuseur, repassant encore et encore les événements, essayant de trouver une explication rationnelle, biologique, chimique, un rêve lucide, une hallucination provoquée par un choc électrique, une crise épileptique, le stress, l'autosuggestion. J'étais presque prêt à me convaincre que tout cela n'avait été qu'un délire. Mais c'est à ce moment-là que les brûlures commencèrent. De petites cloques, d'abord, rougeur, picotement, puis la peau qui pèle, des douleurs aiguës dans les os, des nausées que rien n'apaisait, une chute de tension. Les médecins furent stupéfaits. Ils m'avaient fait passer un scanner, j'avais absorbé l'équivalent de plus de 200 rad, peut-être plus. Une exposition extrêmement dangereuse. Ils m'ont immédiatement transféré vers un service spécialisé en médecine nucléaire. C'est comme si vous aviez passé la nuit dans le cœur d'un réacteur ou au sol d'un test atomique. Mais il n'y a aucune source de radiation connue à l'endroit où vous avez été retrouvé. Ils ne comprenaient pas. Des agents de santé publique ont commencé à balayer les rues du quartier avec des compteurs Geiger, à la recherche d'une source orpheline, un objet radioactif abandonné. Mais ils n'ont rien trouvé, moi je n'ai rien dit de plus. Parce que je me souvenais du poème gravé, « Si c'est du plutonium, ça brûle ». Je l'avais été prévenu. Je reste encore sous observation. J'écris ces lignes depuis mon lit, avec mes doigts qui tremblent légèrement. Les médecins ne peuvent pas dire si je survivrai. Peut-être que j'ai raccroché trop tard. Et pourtant, parfois quand la chambre est silencieuse, quand le bourdonnement du système de ventilation se fait discret, je crois entendre une tonalité. Elle est là, à peine perceptible, douce, trop joyeuse pour être honnête. Et je me demande, est-ce que j'ai vraiment raccroché, ou est-ce que je suis toujours en ligne? Si vous voyez une vieille cabine turquoise, ne vous en approchez pas. Ou alors, apportez une pièce en argent. Juste, au cas où,